Un message est arrivé indiquant que le prince héritier d'Iran, Pahlavi, dirigera le gouvernement de transition. Le message provient du mouvement de résistance iranien. Dans les 20 prochaines minutes, vous apprendrez toutes les dernières nouvelles, y compris pourquoi l'armée n'a pas résisté ni réagi au débarquement des parachutistes américains. Beaucoup de choses ne se sont pas encore produites. Bien sûr, ce n'est pas encore la fin, mais il semble vraiment que l'Iran revienne à une ère de normalité. Le prince héritier Pahlavi a envoyé un message au peuple, disant qu'il revient, et qu'avec lui viendront la loi et l'ordre. Et il ne s'agit pas de la loi de la charia, mais de la loi qui existait en Iran avant la chute du Shah. Reza Pahlavi, le père de l'actuel prince héritier, d'ailleurs aussi Reza Pahlavi, Reza II, je crois qu'il se fait appeler ainsi, qui avait à l'époque où ils ont fui l'Iran. À 19 ans, Reza le jeune étudiait dans le Maryland, puis en Californie, et ces dernières années, il vivait à Washington. Reza le fils. Il est pour le libre marché, pour la liberté d'expression et considère Trump comme l'homme politique le plus pro-iranien. Au cours des dernières décennies, il est ce que nous appelons un libéral classique, c'est-à-dire un capitaliste convaincu, un partisan convaincu du marché. Reza entretient de très bonnes relations avec la direction d'Israël. Il semble être le candidat idéal pour créer une monarchie constitutionnelle à la britannique, mais avec des opinions bien plus antisocialistes que la plupart des hommes politiques d'Europe occidentale. En 10 jours d'insurrection, le régime des ayatollahs a déjà tué, rien que ces derniers jours, 40 rebelles et en a arrêté 1200. Pour l'instant, cela n'a fait qu'exaspérer les habitants, qui sont venus de tout le pays vers la capitale et l'ont littéralement inondée, absolument inondée. Les rues de Téhéran, une foule immense s'est retrouvée dans la capitale en si grand nombre que le corps des gardiens a été contraint de battre en retraite et de libérer. Ce que nous appellerions le centre-ville et qu'ils appellent à Téhéran le Grand Bazar, donc le quartier du Grand Bazar. Voilà Téhéran, le voici avec des foules criant « Vive le Shah !» des gens. Il n'y a pas de résistance. Qui dirige en Iran ? D'énormes foules d'Iraniens déterminés ont été dirigées vers Téhéran par quelqu'un. Tard dans la nuit, les rues de la ville étaient donc bloquées par la population, avant que les gardiens de la révolution islamique n'aient eu le temps de sortir de leurs casernes et de bloquer les accès. Quelqu'un ayant appris que le début du retrait du corps était prévu pour la fin de la matinée a déplacé et amené les gens. Il ne s'est pas contenté de les déplacer et de les amener. Des centaines de milliers d'habitants du pays sont venus de toutes parts. En fait, au lieu du combat principal, je ne sais même pas comment le dire plus précisément, dans la capitale du pays. Où est ce quartier général ? Pourquoi ? Il n'a toujours pas été trouvé par la police secrète iranienne, équipée de matériel chinois. Peut-être que ce centre n'est pas en Iran, peut-être que des milliers d'organisateurs à travers le pays sont en contact avec ce centre que l'équipement chinois ne peut pas intercepter. Comment un pays de plusieurs millions d'habitants agit comme un orchestre bien coordonné ? Cela me rappelle un peu l'opération avec les pagés, et à vous, ça ne vous rappelle rien ? Non par la coordination, par l'ampleur, et surtout par l'ingéniosité créative et technique. Voici à quoi ressemble une rue de Téhéran aujourd'hui. Sous-titre réalisé par Vive le Shah, l'éditeur des sous-titres alterne avec des cris de mort à Khomeini, mort au régime. Mais les manifestants eux-mêmes, bien sûr, ne peuvent pas vaincre le régime avec son corps des gardiens. Les régimes comprennent les régimes. Tous les régimes ne parlent qu'une seule langue. Elle s'appelle la langue de la force brutale. L'armée n'intervient pas encore, mais alors qui fera fuir le corps des gardiens ? Est-ce que le brillant organisateur de cette première partie de l'action n'a vraiment pas prévu de suite ? De quoi le pouvoir a-t-il peur ? Le corps ne tire pas sur la foule pour une seule raison. Il y a un oncle de l'autre côté de l'océan, et cet oncle a une très grosse matraque. Lorsque d'énormes masses de personnes se rassemblent de tout le pays,
Elles ne comprennent pas vraiment ce qu'elles doivent faire. Et ils craignent en réalité de tirer ouvertement sur tout le monde parce qu'ils savent que le président Trump mobilisera ses troupes, les forces américaines au Moyen-Orient, en Europe, ainsi que les Israéliens. Et c'est là qu'intervient un rebondissement, car il y a des rumeurs, des informations non confirmées que nous ne pouvons pas vérifier. Mais je ne suis pas surpris, je suis étonné que la République islamique se prépare à porter une frappe préventive contre Israël. La meilleure idée qu'a eue Ayatollah, c'est de commencer à bombarder Israël avec des missiles et de détourner l'attention du monde vers la riposte d'Israël. Et sous couvert de tout ce vacarme, disperser les manifestants par tous les moyens brutaux, en disant que c'est la guerre, que tout sera justifié par la guerre. Sauf s'ils prévoient de détruire Israël tout de suite, cela finira mal. Je le confirme, cela ne se terminera pas très favorablement pour le régime. Et au lieu d'une vie confortable à la retraite à Moscou, Khamenei et sa famille reposeront dans une fosse commune, quelque part au milieu des ruines d'un complexe non identifié où il se cachait et espérait jusqu'au dernier moment tromper tout le monde. J'ai bien peur qu'Ali ne vivra pas dans l'appartement à côté de Bachar el-Assad et de sa famille. L'axe du mal. Mais quel coup dur ce sera pour les intérêts de la Russie et de la Chine. L'argent investi, les efforts, des années d'amitié entre les mollahs et la coopérative du lac, les feats partagés, l'alcool, les bains, tout cela part en fumée à cause de ces maudits Américains et de ces sionistes tout aussi maudits. Mais oui, pour l'instant, les Iraniens contrôlent les rues. Ce soir ne sera pas facile. Évidemment, nous serons ici pour vous assurer une couverture complète en direct au fur et à mesure que les événements se dérouleront. Mais, comme je l'ai déjà dit, nous devrions probablement nous attendre à des renforts venant de Qom, de Hamadan, peut-être même de villes un peu plus éloignées, pour arriver à Téhéran et reprendre la ville. Parce que c'est une honte, tu perds la capitale et tu commences à perdre, eh bien ta ville et tu es une autorité élémentaire, tu es censé être un dictateur fort. Le régime attaquera Israël et en même temps ses propres citoyens qui ont pris les rues de la capitale sous le couvert de la nuit. Le corps attaquera et attaquera durement et dans le sang. Les gens descendent dans la rue, et cela ne se passe pas dans une seule ville, ni dans un seul quartier. Selon les rapports que vous voyez sur Internet et dans les médias. Des dizaines de points chauds, des dizaines de villes, et cela fait déjà plusieurs jours d'affilée que des gens qui, il n'y a pas si longtemps, voulaient simplement travailler, rentrer chez eux, survivre, crient maintenant haut et fort « mort au dictateur ». Les forces de l'ordre sont épuisées, les Bassidj deviennent une cible et en pètent le prix fort. Des informations font état de morts et de blessés, de tirs à balles réelles, d'arrestations. Et le régime de Khamenei ne parle plus de protestation. Il les qualifie d'émeutiers et laisse entendre une répression sévère. Et c'est alors qu'arrive un moment qui bouleverse tout le monde. Trump, selon des citations qui circulent, lance une menace inhabituelle. S'ils continuent à tirer sur leurs manifestants, les États-Unis interviendront après le Venezuela. Cette phrase sonne tout à fait différemment. La question est de savoir si nous assistons au début d'une véritable révolution ou simplement à une nouvelle vague qui viendra se briser contre le mur de la peur. Ce qui va se passer ensuite, nous ne le savons pas, ni comment cela va se terminer. Mais pour la première fois en 47 ans de règne des islamistes en Iran, le pays a une chance, tout comme pour la première fois en 27 ans, le Venezuela a eu une chance. D'ailleurs, un détail intéressant, l'éminence grise du régime, c'est Jorge Rodríguez, qu'on appelle aussi en Venezuela le Rasputin du régime. Avant, il était vice-président, puis président du Parlement, et il a nommé sa sœur au poste de vice-présidente de Kamadoria. Désormais, elle est présidente. Ainsi, la famille Rodríguez détient entre ses mains, pratiquement, le pouvoir exécutif et législatif. Les deux sont marxistes, tous deux liés à la fois aux militaires et au cartel, naturellement, et ils iront dans la direction qui leur sera la plus avantageuse. Point. Regardons ces deux pays, l'Iran et le Venezuela, comme faisant partie d'un même terrain de jeu sur lequel joue Guess Who. Devinez qui, Donald J. Trump? Brûle de l'intérieur? L'Iran brûle de l'intérieur, puis des nouvelles arrivent du Venezuela. Le président Maduro disparaît du jour au lendemain et se retrouve sous la garde des États-Unis.
Incroyable. Et soudain, à Téhéran, il se passe ce que les dictateurs craignent le plus. La rue commence à se demander si cela lui est arrivé, pourquoi cela ne pourrait-il pas leur arriver aussi? Quand l'Iran est ébranlé jusqu'à ses fondations, tout le Moyen-Orient le ressent et le monde entier aussi, l'Iran. La première chose à comprendre, c'est que cette protestation n'a pas commencé hier et qu'elle n'a pas été causée simplement par un slogan ou un événement particulier. Pendant de nombreuses années, l'Iran a tenté de se libérer du corps des gardiens de la révolution islamique. Cette protestation repose sur 3 couches qui se sont formées au fil des années et qui explosent maintenant en même temps. La première de ces couches, c'est la vie elle-même. L'Iran a investi plus d'efforts dans ses tentatives de détruire Israël que dans ses propres citoyens. Les gens en Iran sont fatigués de la cherté folle, d'une monnaie qui se déprécie et ne vaut presque plus rien, d'une infrastructure qui s'effondre et du sentiment qu'il n'y a plus d'air à respirer. Et les Iraniens, en particulier la classe moyenne, comprennent que l'accord tacite avec le régime a été rompu. Nous garderons le silence si vous garantissez un niveau de vie minimal, mais quand même ce minimum disparaît, les gens n'ont plus rien à perdre. La deuxième couche, c'est la destruction progressive de la peur, ville après ville, groupe après groupe, ceux qui auparavant gardèrent le silence. Les étudiants, les commerçants, les ouvriers, même les gens ordinaires comprennent que le régime peut sembler fort, mais après Trump et Netanyahou, il n'est pas indestructible. Quand la peur se brise, c'est un changement psychologique. Le public réalise sa supériorité sur le gouvernement. Pause. Maintenant, le troisième niveau concerne l'extérieur du pays. Cette fois, c'est crucial, car l'Iran a longtemps servi à jouer le même jeu. Lorsque la pression intérieure attise le feu à l'extérieur du pays, lorsque les gens sont déçus, cela détourne l'attention vers le soi-disant ennemi, vers la haine, la confrontation, les marionnettes, les missiles, les menaces. Et en bref, qui l'Iran déteste-t-il plus que nous? Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé cette dernière année, a été humilié après les frappes et les sanctions subies. La question demeure, a-t-il encore assez de force pour enflammer la région, détourner l'attention des problèmes internes et calmer le front intérieur? Nous entamons ici notre plongée dans le sujet de cet épisode. Il est étonnant de voir comment les chefs islamiques ont dépensé des milliards, des dizaines de milliards pour construire des tunnels menant sous terre en Israël, pour armer et financer le Hezbollah, les Houthis et d'autres groupes palestiniens. Comment l'argent a-t-il été gaspillé dans la création de missiles, longue portée et d'armes de destruction massive, sans prêter la moindre attention à leur propre peuple, au sens de l'écoute? Une comparaison intéressante m'est venue à l'esprit. L'Europe ne dépensait pratiquement rien pour la défense et s'est retrouvée sans défense face à la Russie, qui a une population 4 fois moindre et une industrie 10 à 20 fois moins développée que l'Union européenne. Et l'Iran, au contraire, dépensait tout pour la guerre, pour l'attaque, pour la destruction, et a complètement négligé tout le reste. Ceci illustre qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, mesdames et messieurs, peu importe ce panier. Les besoins sociaux ou les armements, les dépenses militaires, ce sont 2 extrêmes qui mènent à des problèmes. Alors que faire ? Il faut trouver un équilibre et combiner la préoccupation pour le bien-être avec celle pour la sécurité. Nous voulons répondre à la question principale. Est-ce le moment où l'Iran commence à s'effondrer de l'intérieur ou bien le moment où il devient plus dangereux de l'extérieur? Parce que ces 2 options peuvent être tout à fait vraies en même temps. Il se passe ce dont nous avons parlé auparavant. Le régime commence à convulser. Et en Grande-Bretagne, comme en Europe, on commence à interdire la liberté d'expression et d'autres libertés, tandis que l'Iran commence à chercher un ennemi extérieur pour détourner l'attention des répressions contre ses propres citoyens. Le raid sous la loupe. Je veux que vous appreniez quelques nouveaux détails sur la capture de Maduro et sur la situation au Venezuela. Écoutez Bill O'Reilly, qui connaît bien la situation. Ils ont pris pour cible Maduro et sa femme qui se trouvaient sur une base militaire en dehors de Caracas, dans ce qu'on appelle un endroit sûr. Et ce n'était pas sûr parce que l'accord avait été conclu avant même que les forces américaines Delta n'entrent avec la CIA.
que les militaires vénézuéliens ne défendraient pas le dictateur Maduro. C'est-à-dire que la défense du Venezuela s'est simplement effondrée, la Russie ne peut pas dormir tranquille. Ce n'est pas leur défense aérienne, c'est l'armée vénézuélienne qui a abandonné Maduro. Et en ce moment même, la CIA contrôle en fait la situation au Venezuela depuis l'ambassade américaine à Caracas. Il n'y a pas d'ambassadeur américain, c'est clair, la CIA donne des ordres en agissant conjointement avec les militaires vénézuéliens. C'est pourquoi il n'y a pas de chaos insensé là-bas. Je ne comprends pas très bien alors le comportement de la présidente actuelle, Rodriguez, et de son frère, le dirigeant de facto du Venezuela. Le syndicat criminel avec lequel Maduro aurait travaillé s'appelle le Cartel de Los Soles, S-O-L-E-S. D'accord. Cet été, puis de nouveau en novembre, l'administration Trump a officiellement reconnu le Cartel de Los Soles vénézuélien comme un groupe terroriste. Cela signifie que, selon la législation américaine, nous avons pleinement le droit d'utiliser des militaires américains pour frapper ce cartel exactement comme nous le faisons. Nous l'avons fait lors de l'attaque de Soleimani. Tu t'en souviens? Nous nous sommes occupés d'eux, des sbires iraniens. De Daesh et d'Oussama Ben Laden, donc. Comme vous le comprenez, l'opération visant à changer le cours du Venezuela ne se préparait pas depuis hier, mais peut-être en réalité depuis les tout premiers jours de la présidence de Trump. Vous comprenez que nous ne connaissons même pas le 10e de ce qui se passe et de ce qui est prévu. C'est pourquoi je ne critique pas les actions de l'administration. Avant cela, ou lorsque je ne comprends pas quelque chose, ou qu'il me semble que les choses ne se passent pas comme je le voudrais. Je ne m'en mêle pas. J'attends de comprendre et d'analyser les cartels et la politique, en tenant compte du fait que ce cartel précis est reconnu comme une organisation terroriste. Le président des États-Unis n'avait pas besoin de l'autorisation du Congrès pour utiliser l'armée dans la lutte contre celui-ci. Alors, qu'est-ce que Bill pense de Riley? Ses pensées sont généralement inspirées par des informations venant directement de la Maison-Blanche, obtenues, j'en suis sûr, avec l'accord et la participation de Donald J. Trump. Je ne pense pas que nous devrions avoir une présence militaire américaine se déplaçant librement dans ce pays, mais sans aucun doute, nous, en tant que gouvernement américain, devons superviser les Vénézuéliens afin de stabiliser temporairement la situation et d'organiser des élections libres et équitables. C'est-à-dire ne pas envoyer nos soldats, mais tout de même diriger le pays. Comme je ne comprends pas, je vais répondre ainsi, donc voilà, c'est mon avis, je ne sais pas. Cela ne veut pas dire que Heathcliff Rubio ou Trump ne savent pas. Peut-être que Vance est assis là-bas, quelque part sur un porte-avions près du Venezuela et discute avec des politiciens et des généraux, en formant l'Union de l'Unité et, le gouvernement d'unité nationale populaire, et en répartissant les portefeuilles des futurs ministres. Mais il est possible que l'idée que la CIA dirige le pays soit une fantaisie, car il y a des informations selon lesquelles les forces de l'ordre et les agences de sécurité arrêtent les manifestants qui exigent le renversement du régime. Maduro, ils l'ont renversé, mais le régime qu'ils veulent renverser, c'est celui qu'ils ne veulent pas eux-mêmes. Pour l'instant, il est difficile de comprendre tout cela. Bien qu'à la question d'un journaliste, qui dirige le Venezuela aujourd'hui, Trump ait répondu brièvement et clairement, il a dit « c'est nous qui dirigeons ». Ainsi, le Venezuela et l'Iran sont en train de craquer de toutes parts. Pour l'instant, ce sont encore, de notre point de vue, les mauvais garçons qui sont au pouvoir, mais, comme on dit, la terre tremble littéralement sous leurs pieds. Qui d'autre devrait trembler? Les camarades cubains, dans un état d'incontinence involontaire, ils sont clairement les prochains. NE. Le Kirghizistan est aussi nerveux, parce qu'il s'est trop rapproché de la Russie et de la Chine. En général, certains dirigeants des pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique ont compris qu'une alliance avec la Chine pourrait leur coûter cher et avoir un impact sur la durée de leur vie. J'ajouterai à cette liste les commandants inquiets du Brésil, de la Colombie, du Chili, de l'Uruguay et du Honduras.
En parlant de notre hémisphère, la Corée du Nord peut encore dormir tranquille, à moins que nous n'ayons déjà commencé à creuser un tunnel souterrain directement dans leur chambre à coucher. Le grand timonier de toutes les tribus et peuples coréens. Quel pays merveilleux que la Corée, et quel monstre la dirige. Rêve vite. Le secrétaire général, bien sûr, a déclaré que la capture de Maduro était un précédent dangereux, mais plus personne ne l'écoute depuis longtemps, et il est tellement inutile à tout le monde que personne n'a l'intention de le capturer. Je garantis presque sa sécurité grâce à son inutilité absolue. Eh bien, pour l'instant, les nouvelles sont terminées, mesdames et messieurs, elles arrivent chaque seconde. Donc au moins pour la Chine et la Russie, il n'y a rien de nouveau pour le moment. Sans le Venezuela et l'Iran, donc, l'axe de l'islam et du simple fascisme sera affaibli, sérieusement affaibli. Mais je ne suis pas encore sûr que les forces du bien aient été gagnées dans ces pays, donc nous allons observer et espérer jusqu'à demain.